Nous sommes mardi 20 février 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité à Zignaré, Laye, Boussé ainsi que dans plusieurs autres localités du Burkina. Auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour, juge Géofa Baha. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette deuxième audience, le tribunal de l'actualité reçoit Joachim Vokouma. Il est le directeur de publication du journal en ligne Casseto.net. Avec le confrère Vokouma, des analyses et réflexions seront menées sur trois sujets qui ont été enrôlés pour vous. En première partie d'émission, il sera question du Conseil supérieur de la communication qui a annoncé la tenue prochaine des États généraux de la communication et des médias. En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur l'échange entre le chef de l'État et les acteurs de la veille citoyenne le week-end dernier. Et enfin, en dernière partie, nous parlerons de la CEDEAO avec la possible levée des sanctions économiques imposées au Niger. Bonjour et bienvenue Joachim Vokouma. Bonjour Président, bonjour Monsieur le juge et bonjour aux téléspectateurs de Trui TV. Voici donc pour le menu de cette deuxième audience que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Géofa Baha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Bon, ce qui retient notre attention, c'est les évolutions du côté de la Guinée, une dissolution du gouvernement et l'annonce qui est faite, c'est que la gestion des affaires courantes, elle est assurée par les directeurs de cabinet et je pense les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints. Maintenant, le problème, il y a la motivation derrière qui n'est pas forcément connue. Et puis bon, on voit aussi la façon dont cela est fait en termes d'annonces militaires posées avec armes et tout. Bon, jusqu'à présent, beaucoup essaient aussi de lire et de comprendre ce qui est en train de se passer en Guinée, mais peut-être que les heures prochaines vont nous permettre d'être un peu plus plus à l'aise pour pouvoir apprécier les choses. Mais on sait aussi que quoi qu'on dise, pour la transition guinéenne, il y a beaucoup de contestations en interne. On va pas rappeler encore les arrestations qu'il y a eu, les manifestations qu'il y a eu. Est-ce une transition qui continue sereinement? C'est autant de questions. Le Conseil supérieur de la communication entend permettre aux différents acteurs du domaine de se retrouver et d'échanger sur les problématiques du secteur à travers la tenue des États généraux de la communication et des médias. L'annonce a été faite au sortir d'une audience avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Juge Géofa Baha, on a vu cette audience qui a été accordée au CSE. On a aussi vu l'explication qui a été donnée par le président du CSE. Vous, quel est votre regard par rapport à ces états généraux de la communication et des médias dans le contexte qui est le nôtre? Oui, bon, il faut accepter les choses. Un CSE qui a un visage nouveau avec des fonctions aussi élargies, il faut le dire, parce que vous prenez un enjeu très fort qui a été intégré, et ça a été appelé de plusieurs vœux, c'est la question de la gestion de ceux qui ont beaucoup de followers sur Internet. C'est des éléments en jeu, et il y a le contexte même dans lequel nous sommes qui est assez particulier. Et puis, vous savez que le CSE, maintenant le président, il sait comment il est désigné, et il y a eu beaucoup de restructuration. Donc, c'est pour moi un CSE à visage nouveau. Maintenant, c'est clair que dans ce contexte-là, il va bien falloir pour celui qui vient prendre les rênes de bien connaître, pas qu'il ne connaît pas l'écosystème, mais dans le détail, quels sont les vrais problèmes. C'est vrai qu'il y aura des discussions, mais les états généraux sont des éléments qui sont importants pour avoir une bonne feuille de route, pour savoir là où on va et comment et avec qui. Donc ça, c'est des éléments qui sont pour ma part assez importants, et au regard aussi, j'ai dit, de nombreux changements qu'il y a eu récemment. Alors, Joachim Vokouma, il s'agit de réunir les différents acteurs du domaine autour des états généraux de la communication et des médias. Pour vous, quelle est l'appréciation, déjà même sur l'idée de se retrouver dans le contexte actuel pour échanger sur les défis? Bon, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de réunir les acteurs du secteur, la communication et des médias, pour qu'ensemble on s'asseye pour regarder
comment on peut faire pour améliorer le fonctionnement de la communication et des médias. Parce qu'on a pas mal de problèmes qui se sont accumulés au fil des années. Tout le monde sait ça. Et il n'y a pas de solution viable, durable à ces problèmes-là. Donc, qu'on se réunisse, que le Conseil supérieur de la communication convoque des états généraux, qu'on se réunisse et qu'on mette tout à plat et qu'on regarde vers où il faut aller pour que les entreprises de presse soient viables. Il y a plusieurs problèmes tout de même. Vous pensez auxquels spécifiquement? Oui, non, bon, il y a des problèmes. D'abord, il faudrait d'abord qu'on dise clairement quelle est la conception que nous avons de l'information. Est-ce que c'est un produit commercial ou bien c'est un bien public? Chez les anglo-saxons, la question est réglée. Bon, est-ce que on peut considérer que l'information c'est un bien public, donc, ou un produit commercial? Si c'est un produit commercial, bon, on va vendre l'information comme on vend les galettes, ou on vend les pommes de terre, ou les boîtes de tomates, avec ce que ça peut comporter comme dérive, comme conséquence. Si on considère que c'est un bien public, nécessaire à la formation des citoyens, à la démocratie, à la paix sociale, parce que dans le contexte actuel, bon, ça a été dit à plusieurs reprises, l'information, la communication joue un rôle important. Il suffit d'une fausse information et les conséquences peuvent être dramatiques. Donc, si on considère que c'est un bien public, un produit citoyen, qu'il faut accompagner, à ce moment-là, bon, la puissance publique aussi peut prendre sa responsabilité pour voir comment on peut soutenir les entreprises de presse privée. La presse publique a déjà sa structuration, une partie de ses charges prises par l'État, notamment le salaire des fonctionnaires. C'est le fonctionnement interne qui est souvent, voilà, les équipements qui sont laissés à la charge du Sidoya ou de l'AIB ou de la RTB. Mais ce n'est pas le cas pour les autres entreprises privées. Donc, il y a beaucoup de... Et puis, il y a la question de la formation aussi. On va en parler. La question de la formation aussi des journalistes. Ça, c'est le côté information. Maintenant, du côté de la communication, le président du Conseil supérieur de la communication est plus communication que information, que journaliste. Donc, voilà. Donc, on verra aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont diffusées sur nos antennes, dans nos petits écrans, qui posent quand même un certain nombre de problèmes. Si vous prenez l'application TikTok aujourd'hui, quand vous voyez le contenu qui est donné à voir, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose pour nos jeunes, pour nos mœurs, pour notre éducation. En revanche, si vous regardez par exemple, étudiez un peu le contenu de TikTok en Chine, qui est le pays d'origine de cette application-là. Le contenu est culturel, scientifique, technologique. Il n'y a pas ces divertissements graveleux qu'on trouve dans nos pays. C'est un exemple que je donne. Il y en a d'autres. Donc, il faut qu'on regarde tout ça pour voir comment. Et puis, il y a d'autres produits aussi, souvent, qui passent dans nos antennes, la publicité, sur des produits qui sont interdits. Mais ça continue. Comment il faut bloquer tout ça? Parce qu'on ne peut pas tout laisser. Parce qu'on a nous avons aussi une société, un pays qui a une culture, une histoire, qui a ses mœurs. Et c'est comme ça qu'on nous différencie aussi des autres. Quand on dit vous êtes burkinabé, ce n'est pas le nom seulement. Ça recouvre beaucoup de choses. Quand on dit Ouedraogo ou Sawadgo ou Kaboré, c'est pas ça implique beaucoup de choses. Donc c'est cet élément-là qu'il faut que nous essayons de conserver dans la dynamique, évidemment. On n'est pas fermé dans la dynamique, parce que le rendez-vous du donner, du se recevoir, là, c'est bien. Mais quand on y va, il faut savoir aussi ce que tu as à donner, pas seulement recevoir. Alors, juge Fava, est-ce que vous partagez un peu les mêmes inquiétudes que Joachim Vokouma, qui rappelait la nécessité de redéfinir les contours même de l'information? Mais ça, je ne pense même pas que ce soit discutable. Parce que regardez dans les débats qu'il y a eu récemment,
pendant les grands rendez-vous qui ont concerné notamment les professionnels de l'information. Vous prenez les rendez-vous qui sont privés, je veux dire ceux qui ont été organisés par des organisations d'émanation de notre secteur. Vous prenez Philippe et autres qui sont par exemple dans la défense de la liberté de la presse et d'expression. Vous prenez d'autres rendez-vous comme les UKO qui sont de l'ordre un peu plus étatique. Vous voyez qu'on a une tendance dans les postures qui sont la lecture de ce que devrait être notre métier et ce que devrait être le journaliste face au contexte dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi je dis que c'est un débat même qui s'impose à nous. On a vu certains venir nous dire le journaliste, voilà ce qu'il doit être. Il ne peut pas être hors sol, il doit accepter que sa plume ne peut pas travailler dans un contexte ainsi est dit qu'on est dans l'indépendance. Il y a d'autres qui disent l'indépendance c'est sacré, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du suivisme. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où le débat il est posé. Et ça, c'est une réalité. Et le régulateur qui vient avec la forme nouvelle où on a un président qui est nommé directement par le chef de l'État, vous comprenez qu'il y a aussi, quoi qu'on dise, une régulation qu'on souhaite. Et donc, dans ce cas de figure, ça sera toujours appliqué à notre métier, mais il y a un débat forcément qui pour moi est posé sur la table. Mais le débat pour moi là, c'est pas ça le plus important. Vous savez, tant qu'on est professionnel, et c'est là la formation devient très importante. Vous savez, si vous n'avez pas été bien formé, je ne sais pas, le débat n'est même pas important pour vous parce que vous êtes décalé. Ça, il faut qu'on se le dise de façon très claire. Il faut d'abord qu'il y ait des journalistes vraiment bien formés pour qu'on en vienne à savoir si, dans le cas de figure du contexte dans lequel nous sommes, comment est-ce qu'on se comporte. Mais pour moi, ça, c'est très important. Donc là c'est pour moi quelque chose d'important aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde le CSC, pour moi aussi, il y a dans ce qui a été dit lors de la rencontre avec le chef de l'État qui est très important, c'est le fossé qu'il y a entre les défis, les objectifs qu'on demande à ce CSC et les moyens qu'on lui donne. Et je pense que ça, le président a bien fait de mettre le doigt là-dessus dès maintenant. Parce que si vous donnez des défis énormes, vous donnez des objectifs énormes à une institution pareille et que vous ne mettez pas les moyens à côté, ça sera difficile. Combien de médias on a au Burkina? Prenez seulement ceux en ligne. On parle de plus de la 200aine. Comment est-ce que vous régulez cela si vous n'avez pas des moyens conséquents? La question du monitoring. Aujourd'hui, regardez, le président a parlé de la question du marché. Donc, je pense des marchés des médias, de l'information y compris. Aujourd'hui, chacun s'élève et puis il se commande comment on appelle ça, des statistiques qu'il publie. Il dit c'est lui le premier, c'est lui le deuxième, c'est lui le troisième, alors qu'on a un organe qui devait permettre d'avoir une claire lecture des choses. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les moyens derrière. Moi, j'ai discuté avec, c'était AK Maroc, un peu l'équivalent de choses là, de ce que nous avons ici, dont beaucoup de pays s'inspirent. Mais chez eux, ce n'est plus un débat. C'est-à-dire quand vous allumez la télé, ce n'est pas que c'est... Mais ils ont une claire lecture du paysage médiatique, de ce que chacun pèse, de ce que chacun vaut. Et il y a un monitoring qui est fait de façon très scientifique et bien faite. Mais ça s'est fait avec des moyens qu'ils sont allés chercher. Et avec notre CSI, ça devra être pareil. Et quoique, n'oublions pas que... moi, je parle des médias classiques. Mais maintenant, n'oublions pas qu'on ajoute maintenant dans l'assiette ceux qui ont plus de 5000 followers. Qu'est-ce qu'on fait? Les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'avec des moyens, ceux qu'on a aujourd'hui, on puisse avoir cette ambition-là et puis rester dans la même réalité. Non, je pense que ça sera difficile. Tout à l'heure, Vokouma parlait de TikTok. Je pense que même la ministre, la ministre en parlait une fois à l'Assemblée nationale. Ça devient une préoccupation. Mais ça, peut-être, c'est pas plus d'outils. C'est l'utilisation qu'on en fait. On en fait, mais souvent, c'est le travail qu'on doit faire sur nos sociétés et sur nos jeunes. Mais pour revenir au sujet, c'est qu'il faut, et bon, pour moi, c'est une question qui sera vraiment principale, il faut les moyens associés à cela. Si on veut qu'il arrive à atteindre ces résultats. Alors, Joachim Vokouma, il faut les moyens au CSC pour pouvoir mener à bien sa nouvelle mission, étant donné les nouvelles attributions que lui ont conférées la nouvelle loi. Il faut aussi des moyens conséquents au niveau des médias. Quelle est la situation justement des médias? Bon, la situation est un peu difficile pour tout le monde. Je veux dire, bon, c'est vrai, il faut le dire, on ne vient pas dans le journalisme pour être riche. Voilà. Celui qui veut être riche, il faut aller ailleurs. Ce n'est pas dans ce secteur-là qu'on devient riche. Ça arrive que, comme ça, voilà, quelques personnes
s'en sortent, soient riches, mais il y a toujours une activité sur laquelle ils s'adossent pour booster leur... Mais on ne vient pas dans le journalisme pour être riche. Donc ça c'est... Mais pour l'essentiel, mais c'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas avoir les moyens de faire correctement leur travail. La part de la formation, ou même la rémunération des journalistes, faut être dans de bonnes conditions quand même pour faire de bonnes productions journalistiques, et de bons comptes rendus, de bons reportages, de bonnes interviews, de bonnes enquêtes, tout. Et un reportage ou une enquête, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Donc, tout ça, ce sont des problèmes auxquels sont confrontées toutes les rédactions. Toutes les rédactions. Même si vous prenez par exemple même la subvention, vous voyez il y a des médias qui ne postulent même pas. Parce que quand on regarde les critères et tout, bon, ils se disent que si je dois mettre autant de moyens... Vous faites allusion au fonds d'appui. Oui, au fonds d'appui à la presse privée. Si je dois mettre autant de moyens pour avoir la subvention, quand tu fais le calcul à la fin, finalement, bon, c'est pas significatif. Donc vous avez des médias de grande classique, de grande audience, qui ne font pas. Donc il faut revoir, il faut qu'on en discute. Ce que l'État aide la presse, c'est bien, qu'il demande de justifier. Ça, c'est tout à fait normal. Mais peut-être quand le débat viendra, on a déjà parlé de ça. Parce que vous savez qu'il y a des dépenses éligibles. Alors, on fixe les dépenses qu'il faut faire avec cette subvention-là, qui ne sont pas forcément, donnent pas forcément la liberté, la marge aux rédactions de dépenser dans leurs priorités. Moi je l'avais dit une fois, je veux dire, la Banque mondiale ou le FMI nous prête l'argent ou nous aide, mais en nous disant faites ça, qui ne correspond pas forcément à nos priorités. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aussi parfois pour les médias avec la subvention. Donc ça, il faut qu'on en parle aussi et que ce soit une nécessité. Il a évoqué les problèmes des audiences. C'est vrai, il faut qu'il y ait un organisme indépendant qui calcule de façon régulière l'audience des médias. Voilà. Il faut que ça soit clair. Parce que c'est un outil marketing aussi. Il a dit je suis le premier média, sur quelle base? Bon, je veux dire, chacun dit mon média est le plus lu, le plus écouté, le plus regardé, Bon, on n'a pas un outil consensuel. Dans d'autres pays, ça existe. C'est-à-dire, dès la fin de la soirée, on sait déjà sur les chaînes de télé, de radio, quelles sont les audiences de la soirée. Donc ça, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Et ça permet effectivement aussi d'aller chercher de la publicité avec ça. Ça, est-ce que c'est le CSC qui doit faire ça? Je ne suis pas sûr. Mais dans le débat, on peut faire des propositions pour que cet organe-là puisse avoir le jour, pour qu'on ait un outil scientifique, consensuel, qui ne fait l'objet d'une contestation, parce qu'il y a des modes de calcul qui nous mettent tous à l'abri des contestations et des déclarations un peu farfelues souvent, que chacun peut faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que son média est dernier, il va dire qu'il est premier. Mais sur quel critère? On va refermer ce premier sujet à travers vos attentes. On connaît justement les nouvelles attributions qui ont été conférées au CSC. Ça n'a pas été chose facile, ça n'a pas obtenu l'assentiment au niveau de tous les journalistes, tous les médias, mais c'est aujourd'hui chose faite. On parle des états généraux de la communication et des médias. Quelles sont vos attentes tous les deux par rapport à ces états généraux-là? On termine sur cette question. Non, bon, je crois que là, il faut poser le débat crânement parce que on est dans un contexte qui est devenu très difficile où, à la réalité, c'est la suivi même des médias qui est pour moi peut-être la grande question. Pour tout le monde, c'est vraiment pas facile. Maintenant, comment est-ce qu'on redessine et on repense ce modèle-là? Vous savez, ce n'est pas prêcher contre une chapelle quelconque. Mais je crois, parce que tout à l'heure, Vokouba l'abordait tout à l'heure, on ne peut pas avoir tous les moyens de l'État et puis être sur le même marché concurrentiel avec les autres du privé. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être repensé. Dans les autres pays, c'est des éléments qui ont été revus avec des heures qui sont celles de priorité, par exemple, pour des privés et autres. C'est des éléments qui sont possibles. Et pour moi, il faut une vraie réflexion là-dessus. Si on veut que ces médias-là, qu'on appelle
lorsqu'on a des communications et tout qui participent à ce devoir d'informer les populations là sont au rendez-vous, il faut leur permettre de continuer de pouvoir vivre. Et ça, jusqu'à présent, il n'y a pas de régulation en termes d'offres publicitaires entre privé et public. Non, vous avez un public qui a évidemment, avec l'effort de l'État et de nos contributions, la meilleure couverture pays. Vous voulez quoi? C'est-à-dire que le débat, il est déjà plié là. Maintenant, si moi je suis un annonceur, vous avez la meilleure couverture pays, je m'en vais vers vous. Ça, c'est au moins quelque chose de tautologique. Maintenant, après, il y a peut-être les taux d'audience que vous avez sur certaines émissions, sur un certain nombre d'éléments qui font un peu la différence. Mais quand vous vous retrouvez sur le même marché, je pense qu'il y a à repenser un peu pour moi cela. Il y a des propositions qui peuvent être faites, il y a des modèles qui ont été essayés autre part qui peuvent pour moi être inspirants, parce que sinon il y a pour moi il y a du, comment c'est qu'on appelle ça, une sorte d'injustice. Voilà, et donc il faut peut-être voir ça. Moi, c'est des éléments qui doivent être discutés. Maintenant, aujourd'hui aussi, disons-le aussi tout net, même la question de l'accès à l'information. Ça, c'est parce qu'en même temps qu'on vous dit faites attention, mais la question de l'accès à l'information, c'est pour moi un élément qui est principal chez le journaliste. Et ça doit faire l'objet des débats, et le CSE peut être le facilitateur, parce que quand il y a accès à l'information, c'est avec le pouvoir central. C'est lui qui a tout. Donc aujourd'hui, ça devient un petit souci. Je pense que le CSE peut travailler vraiment à cela. Et ça, on l'a vu même sous Aziz Bamogo. C'est des éléments qui ont été mis sur la table lors des rencontres qu'on a eues. Pour moi, c'est beaucoup d'éléments comme ça qui pourront vraiment revenir. Et puis, quand on prend la publicité toujours, ceux qui sont en ligne, les médias en ligne, nous l'expliqueront aussi. Quelquefois, ils sont sur sur des plateformes où des publicités sont faites sur les pages sans leur consentement. Mais ça aussi, c'est parce qu'il faut aussi des lois pays qui les protègent. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qui peuvent vraiment être mis sur la table. Ça peut être d'intérêt. Et pour moi, en tout cas, ces états généraux là, c'est une très bonne idée. Alors, on termine sur ce volet avec vous, Joachim Vokouma. Puisqu'on parle des états généraux de la communication et des médias, vous êtes directeur de publication de Casseto.net. Vous connaissez la réalité au niveau de la presse en ligne. Pour vous, quelles sont les attentes aux sorties de ces états généraux? Bon, les attentes, c'est comme je disais au début, qu'on mette les choses à plat et que on considère par exemple la presse en ligne, qui a toujours été regardée comme une presse mineure, qui ne l'est plus aujourd'hui, parce qu'elle fait une quantité de production assez importante et est très réactive. Vous voyez, quand le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale le vendredi, et les médias classiques vont attendre lundi pour sortir, alors que la presse en ligne, l'avantage c'est d'être réactif et de traiter l'information rapidement, de donner. Mais bon, ça demande aussi des formations à ce type d'écriture-là, à ce nouveau média-là. Donc, dans ce débat, bon, on va exposer toutes nos préoccupations aussi, et voir comment la puissance publique aussi peut nous accompagner, chacun aussi à sa manière. Il a évoqué, dans le contexte actuel, ceux qui sont le plus exposés dans le traitement de l'information, en tout cas vu la réactivité, c'est les médias en ligne. Le débat qui a précédé l'adoption de la loi sur le CSE actuellement a montré que bon, il y a beaucoup de choses qui nous divisent. Et on va revenir sur ça. Bon, la loi sur le CSE a été adoptée. Bon, on ne va plus revenir dessus, mais à l'expérience, on verra ce qu'il faut corriger. Je ne sais pas quand est-ce auront lieu les états généraux, mais d'ici là, on pourra peut-être faire des observations et puis avancer. Juste pour finir, dans ces débats-là aussi, j'espère qu'on va poser aussi la question de l'accès à l'information et aussi de l'importance que les acteurs politiques accordent aux médias. Je veux dire, pour qu'un média ait de l'audience, soit cité, mais il faut que les acteurs aussi acceptent de venir s'exprimer sur ces médias-là. Ouais, moi, c'est toujours choquant d'apprendre souvent des choses de ton pays par des médias extérieurs, alors que nous, on est là. Pourquoi? Alors, ailleurs, ils ne le font pas. Pourquoi ils le font? Et c'est comme ça qu'on alimente un peu leur audience aussi, leur notoriété. Si tu as une exclusivité, viens donner à un média national.
que ce qui est là. Aux autres maintenant de reprendre ça. Parce que chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tous ces débats-là, on parle d'endogénéiser, tout, et voilà, souveraineté aussi informationnelle. Ça aussi, c'est un débat qu'il faut poser. Et ça, mais parce que c'est dans un contexte très global qu'il faut aborder cette question-là, parce que c'est compte aussi de notre relation à l'histoire avec le monde occidental. Alors, avec vous, juge Ofava, on va passer au second sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. Il est vrai que le sujet a été abordé hier avec les organisateurs. Il s'agit notamment de cette rencontre qu'il y a eu entre le chef de l'État et les acteurs de la veille citoyenne. On revient sur le sujet aujourd'hui en termes d'analyse et de réflexion. Vous, quel est votre regard déjà sur la forme? Bon, sur la forme, je pense que c'est on va dire, des OSC, des organisations civiles qui font de la veille citoyenne, qui ont décidé d'un grand rendez-vous, de se retrouver pour soutenir la transition. Je pense que quand on les a rencontrés, on les a reçus ici, c'était ce qu'ils avaient dit. Maintenant, il y a aussi l'intérêt du président à venir leur parler. Ça aussi, c'est autre chose. Et puis, ça a été peut-être aussi pour le président, quoi qu'on dise, une opportunité pour expliquer un certain nombre d'éléments face à des personnes qui veillent au bon déroulement de la transition. Quand des décisions majeures sont prises, c'est bon de communiquer avec ces personnes-là pour qu'elles comprennent peut-être toute l'essence des choses. Il y a le communiqué qu'on a, il y a des des moments qui sont sur d'opportunités pour pouvoir s'expliquer. Maintenant, quand c'est de mano à mano, c'est vraiment un face à face, ça a tout son sens. Et vous l'avez vu avec ce qu'on avait comme par moments clameur et autres, c'est vraiment différent d'une interview que vous regardez où le président avec un journaliste donne des détails, et dans une salle c'est vraiment différent. Donc je crois que bon, on l'a tous suivi, ça a eu son... C'est des gens qui, de façon responsable, ont décidé d'organiser leur événement, et le président a décidé de venir aussi les rencontrer. Joachim Vokouma, le palais des sports de Ouaga 2000 qui a refusé du monde à cette occasion, échange entre le chef de l'État et les organisations de la veille citoyenne. Dans la forme, quelle a été votre appréciation? Oui, ça c'est des événements qui sont souvent classiques dans ce type de pouvoir là. Oui, sous la Révolution aussi, on a connu ça. Ailleurs aussi, on connaît ça. C'est-à-dire, il y a un choix politique qui est fait, qui est très marqué, et parfois sans nuance, donc, et qui a besoin d'un soutien fort aussi, sans nuance et permanent. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, c'est nécessaire de temps en temps, effectivement, qu'il y ait cette rencontre-là, d'autant que, vous voyez, on a quitté la CEDEAO le 28 janvier, et depuis là, il s'est dit beaucoup de choses. Les conséquences, les risques qu'on peut encourir pour la libre circulation des biens et des personnes, la monnaie, tout ça. Et tous ceux qui soutiennent le pouvoir n'ont pas forcément une lisibilité aussi claire de ce qui va se passer. Donc c'est nécessaire aussi de donner, de rassurer. Voilà, je pense que la présence du chef de l'État, c'était ça. Rassurer que ce qui a été fait n'a pas été fait à l'improviste. Ça a été fait à tête reposée suite à une étude qui a été faite. Voilà, c'est une étude qui a été faite sur la CEDEAO avant la sortie, et que toutes les conséquences ont été prises en compte, en disant aussi, voilà, ça a un coût. C'est un coût financier, c'est un coût humain. C'est des sacrifices aussi qu'il faut consentir. Et c'est ça le message qui était essentiel. Sous la révolution de Thomas Sankara, le message était toujours comme ça. Il faut des sacrifices. Il faut serrer la ceinture. Il faut se serrer la ceinture. Mais quand ceux qui l'ont suivi le 4e anniversaire, lors de son discours à Bobo, Thomas Sankara avait commencé à desserrer un peu l'étau en disant qu'il faut, il faut souffler un peu. On a trop demandé au peuple. Mais tout ça, c'est des messages qu'il faut entretenir de façon permanente, pour veiller à ce que les gens soient toujours bien informés et qu'ils soient toujours sur la ligne qui a été fixée, qu'ils soient toujours mobilisés. Parce qu'il y a un pouvoir qui n'est pas issu des élections. Cette veille-là, quoi qu'on dise, elle est très utile. Elle est très utile
pour un pouvoir comme le pouvoir du MPSR, qui n'est pas issu des élections. N'eût été leur présence, je ne sais pas, hein, peut-être que j'aurais eu beaucoup de bruit depuis là. Et donc la présence de cette veille citoyenne-là est utile. Maintenant, il faut qu'elle soit plus raffinée, voilà, plus sensibilisée, et moins émotionnelle. Voilà, ça, moins émotionnelle et plus rationnelle. Quand vous dites moins émotionnel, oui. Qu'est-ce que vous entendez? Oui, il a évoqué ça tout à l'heure. Au début, il y avait, ça allait dans tous les sens, il y avait des insultes, il y avait des menaces. Bon, je pense que ça, on entend ça de moins en moins actuellement. C'est vrai qu'il y a eu des procès, des gens sont allés en prison, ça a permis quand même de calmer les gens, d'apaiser la situation et qu'ils comprennent que prendre la parole sur la place publique, c'est très bien, c'est même un devoir, mais il y a des règles qu'il ne faut pas transgresser sous peine d'être sanctionné. Donc c'est ça aussi, l'émotion doit prendre, doit laisser la place progressivement à la rationalité, parce qu'un soutien pour des objectifs, on va revenir à la souveraineté nationale, c'est pas avec l'émotion qu'on atteint ces objectifs-là. C'est beaucoup plus dans la rationalité, dans la conduite, dans nos conduites, individuellement et collectivement. Et ça, cette rencontre-là, je pense que c'était aussi ça, rassurer que le cap est maintenu et demander toujours que la veille soit encore plus présente et plus raffiné. Alors, l'un des faits marquants de cette rencontre, c'était justement le discours du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, un discours qui alliait à la fois évolution sécuritaire, souveraineté, lutte contre l'impérialisme, retrait de la CEDEAO. Quel a été votre regard par rapport à ce discours d'une trentaine de minutes qui a été servi par le chef de l'État? Oui, discours d'une trentaine de minutes. Et quand vous regardez, peut-être la moitié du discours, c'est-à-dire il revient déjà sur l'histoire et puis il revient aussi sur la crise sécuritaire que nous traversons, d'où c'est venu, comment, quelle est sa lecture de la chose. Et ça, il le partage. Et quand il finit, il introduit la partie CEDEAO. Il dit, je suis devant vous aussi parce que on a pris une grande décision de sortir de la CEDEAO. Il dit, je vais vous dire pourquoi. Donc il y avait un besoin de dire directement à ceux-là qui sont les soutiens de la transition, parce qu'on ne laisse pas chez soi pour venir s'asseoir au rond-point. Et puis à un moment donné, des choses se passent et puis on ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe. Ça aussi c'est important. Pour moi derrière, il y a aussi, comment on peut dire ça, on peut lire cela comme aussi une dynamique dans laquelle on peut mettre beaucoup de considération pour le sacrifice que les autres, que ces messieurs-là font. Donc pour moi ça c'est très important dans la dialectique. Et puis il commence à dérouler sur le regard qu'il a sur la CEDEAO, commence à dérouler sur les faits qui ont été déjà couchés dans le communiqué qu'on connaît, à savoir la non-assistance, à savoir les sanctions qui sont avec des conséquences énormes, et puis de se dire à la fin, c'est des pays qui se retrouvent dans un destin commun et qui se disent que c'est mieux pour eux d'aller ainsi. Mais dans le déroulé, vous vous rendez compte qu'il y a une vérité. C'est qu'il y a d'abord, il commence par les conseiller, il voit la grande puissance qui, elle, est boutée, mais qui continue de rester présente et qui met les pays dans l'inconfort, parce que même les décisions dans l'espace auxquelles ils appartiennent, ils ont comme l'impression que malgré qu'on les ait boutés hors, ils sont toujours là parce qu'ils continuent de nous harceler, de nous oppresser. Et c'est pour ça on décide d'ailleurs de quitter, et s'ils veulent qu'ils restent avec leur maître. C'est un peu le discours qu'on a eu, qui est celui du président Ibrahim Traoré. Mais ça, c'est vraiment le procès, c'est vraiment, quand on regarde, c'est le cheminement de la transition depuis depuis qu'on est sous le capitaine Ibrahim Traoré. C'est d'avoir identifié qui est le problème et puis décider de couper tout lien. Et on a l'impression que la question de quitter la CEDEAO, c'est l'un des caps, l'un des niveaux dans cet affranchissement-là qui était en train d'être fait. Donc au fil des explications, c'est vraiment ce qu'on a eu. Et puis à écouter,
les réactions, c'était les réactions d'acquiescement et même plus d'encensement pour dire ils sont d'accord, pleinement d'accord avec le discours qui est tenu et comment. Et voilà, là-dessus, c'est un exercice aussi auquel le capitaine Ibrahim Traoré est habitué et auquel il nous a habitués. C'est-à-dire ces joutes oratoires, c'est pas quelque chose dont il a peur. Il aime mettre au contact souvent du peuple et donner ce qu'il pense sans papier. Voilà. Justement, comme à son accoutumé, un discours sans papier, évolution de la situation sécuritaire, acquisition de matériel, lutte contre l'impérialisme, également sur le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours d'une trentaine de minutes qui a été servi par le chef de l'État face à la veille citoyenne? Oui, tout ça, résume ça dans le désir de souveraineté. Ça se résume à ça. Désir de souveraineté pour un pays voilà, comme le Burkina Faso, avec ses forces et ses faiblesses, mais en comptant beaucoup plus, en voulant activer beaucoup plus ses forces et en minorant les faiblesses. Bon, sur l'impérialisme, ça, je veux dire, ça c'est un discours, effectivement, parce qu'il a cité plusieurs fois Thomas Sankara, donc on voit bien qu'il s'inscrit dans cette ligne révolutionnaire, idéologie révolutionnaire, progressiste, voilà, et donc, et quand on rentre dans ce vocabulaire-là, dans ce lexique-là, effectivement, il y a des mots qui sont inévitables. C'est-à-dire, un démocrate ne dirait pas l'impérialisme, il dit peut-être un autre mot qui donne le même sens. Mais quand on est dans la phraséologie révolutionnaire, voilà, ça c'est le mot, on dit l'impérialisme, ça résume toutes les facettes de la domination qui est imposée sur nous depuis des siècles, hein, même pas des décennies, depuis des siècles, puisque si on remonte jusqu'à l'esclavage, puis toute la philosophie, toute l'idéologie qui a accompagné l'esprit dominateur là continue. Mais ça c'est permanent. Ce qui est important, justement, ce qu'il a relevé, c'est que c'est pas un combat qui va s'achever un jour. Ça, c'est un combat, on va dire, éternel. Le besoin de domination, c'est propre à tous les pays. Si demain le Burkina devient une grande puissance, on va dominer. Ça, c'est évident. Donc, le besoin de souveraineté, là, c'est un combat qui est permanent. Chacun va apporter sa part, voilà, sa contribution. Et le plus important, c'est de pouvoir passer le message pour que les nouvelles générations reprennent le combat, mais en tenant compte du contexte, en tenant compte des moyens dont ils disposent pour mener ce combat de la souveraineté. Bon, non, je ne sais pas si on va en parler, la question alimentaire, il a évoqué les... Bien sûr, allez-y, il a évoqué cette question alimentaire. La question alimentaire, l'interdiction que la Côte d'Ivoire a faite. Bon. Mais je pense que sur ce point, il a peut-être eu un trou de mémoire, parce que nous aussi, on a fait ça. En 2021, nous, on a interdit l'exploitation des céréales. En décembre 2023 aussi, on a fait la même chose. L'Inde aussi l'a fait en 2023 pour assurer l'approvisionnement en denrées alimentaires aux populations. Ça, c'est la première responsabilité d'un État, d'assurer la souveraineté alimentaire. Quand on n'a pas mangé, on peut rien faire. Et rappelez-vous, les émeutes de la fin de 2008, c'est venu de quoi? C'est venu du fait que vous avez le Pakistan, la Thaïlande et l'Inde qui sont nos fournisseurs en riz. Et cette année-là, la production avait baissé. Il y a eu une grosse sécheresse, la production du riz a baissé. Résultat, ils se sont dit, on exportait parce qu'on avait couvert les besoins de notre population. Là, on ne peut pas. On va garder ce qu'on a récolté pour nos populations. Résultat, nous, on avait de l'argent pour acheter, mais il n'y avait pas de riz. Donc là, la souveraineté alimentaire aussi, c'est ça. Donc, qu'un pays pense que, voilà, à tel moment donné, l'interdiction de la Côte d'Ivoire, c'est pour 6 mois. Mais nous aussi, on l'a fait. Un pays peut souverainement décider que pour assurer l'approvisionnement des denrées alimentaires à sa population, ils vont interdire un certain nombre de denrées tout autour sur une période donnée
parce qu'on ne peut pas se fermer indéfiniment. Vous voyez, même quand vous regardez la liste des produits qui ont été interdits, vous avez le manioc, l'igname, le mil, le riz, le fonio, mais il y a des produits qui sont périssables très vite. C'est-à-dire, on a même vu des images où les vendeuses de bananes plantains se plaignaient que ça commence à pourrir et qu'il faut sortir ça. Donc ça c'est limite. Ça c'est limite. On n'a même pas besoin de hausser le ton sur ça. Ça c'est limite et c'est eux-mêmes qui vont finir par lever rapidement cette mesure-là. Sinon ça aura des conséquences internes pour les populations, pour les gens qui vivent de ça. Pour terminer, rappelez-vous, en 89, Houphouët-Boigny avait bloqué l'exploitation du cacao en disant que le prix était bas. Mais sauf que le cacao, c'est pas le pétrole. Au bout de quelques mois, ça commençait à pourrir. C'est lui qui a couru après pour demander aux gens de venir acheter, mais à un prix bradé. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut, il faut prendre en compte. Et aussi, mais comme il a dit, travailler surtout à assurer la souveraineté alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, là, ça c'est fondamental, qui n'aime pas rien à voir avec la sécurité alimentaire. On nous a conduit dans un faux débat en disant que l'essentiel c'était d'avoir les moyens pour acheter et non pas de produire. En 2008, on avait l'argent pour acheter, mais on n'avait pas. Donc, moi, je suis d'accord avec ce combat pour la souveraineté alimentaire. Il faut qu'on produise ce que nous consommons. Et sur la question de la réciprocité qui a été promise par le chef de l'État par rapport à ces interdictions-là. Bon, je ne sais pas, je vois pas, on verra ce qu'il dit. Mais est-ce que c'est pertinent? Je sais pas, il faudrait voir. Faudrait voir si nous, on a suffisamment de stock pour la population puisse se nourrir, s'approvisionner, bon, pourquoi pas. Mais si on n'en a pas, est-ce que c'est pertinent d'attendre 6 mois après pour reconduire, je sais pas, pour 6 mois, pour 1 an, sachant que, bon, il y a des produits alimentaires qui sont très prisés aussi par la population ici, c'est devenu aussi leur plat quotidien. Est-ce que ça vaut le coup? Je pose la question. Alors, juste on va refermer ce deuxième volet de notre audience avec cet aspect. Également, la veille citoyenne avait aussi des choses à dire au chef de l'État et en substance, la veille citoyenne demande une prolongation de la transition. D'accord, mais sur la question je rebondis sur la question et puis après ce que Vokouma dit c'est assez vrai parce qu'il y a la question aussi pour les pays de pouvoir d'abord s'assumer face à leur population. Et la décision elle est prise, c'est vrai, on l'a la dernière là maintenant, mais n'oublions pas que même en mars, c'est un peu dans la même période, en mars 2022, la Côte d'Ivoire avait pris la même décision, mais cette fois-ci, elle avait demandé une autorisation préalable pour l'exportation des produits vivriers. Et il y avait 21 produits même dont les prix avaient été plafonnés de consommation, de grande consommation. Donc, ils ont des moments de pic, c'est sûr, sur lesquels ils font des péréquations. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la réponse que donne le président. C'est bon, on a l'impression que la lecture qui est faite, c'est que c'est contre le Burkina. Alors que bon, c'est une interdiction d'exportation, ça concerne tous les pays qui sont aux alentours. Le Burkina n'est pas forcément le seul. Même quand vous prenez le cas du Ghana, le Ghana a pris cette décision sur le soja. Il n'y avait pas aussi si longtemps, même si les producteurs aussi s'en plaignaient. Donc c'est des éléments qui arrivent dans chaque pays. Il a dit aussi nous si on l'a fait. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cela? Il dit la prochaine fois quand ils ouvriront, on sera nous prêts à pouvoir exporter. Et ça, je pense que c'est un peu la bonne réaction qu'il faut avoir dans ce type de situation. Se dire que si on y est aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes aussi on n'a pas peut-être pris toutes les mesures pour pouvoir sur certains pans avoir une offre domestique qui puisse être de nature à soulager. Et pour moi ça c'est très important. Maintenant il y a aussi on sent sur le président cette envie de communiquer toute la volonté qu'il a, toute l'énergie qu'il a, en disant par exemple que si on le veut même on peut être premier producteur de cacao, mais ça aussi ça demande beaucoup de choses. Maintenant tout à l'heure vous reveniez sur comment dire cela, la prolongation de la transition, mais ça j'ai dit aujourd'hui que est-ce que c'est un débat? C'est tirer la conséquence de la lecture de la situation actuelle. On a une charte de la transition qui a donné des délais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, honnêtement, ces délais-là, ils peuvent être respectés? Comment on fait pour avoir des élections dans les délais qu'ils ont?
Et je pense que nous savions depuis que ça n'était pas possible. Et même les acteurs qui devraient compétir, s'ils devaient avoir élection, eux-mêmes savent que ce n'est pas possible. Ils vont aller faire campagne où actuellement. Donc ça, c'est notre réalité. Maintenant, le problème, ce n'est pas tant prolonger la transition, mais c'est que lorsque vous entendez certains soutiens qui disent donnons 50 ans. Voilà. Ou voilà, présidence à vie. C'est ça un peu le problème. Je suis de ceux qui pensent que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Il n'y a pas de messie, mais chacun vient y faire son travail, il le fait bien. Et on met le cadre pour que quelqu'un d'autre aussi vienne et il fasse bien les choses. On est dans cette situation parce que certains sont venus, ils n'ont pas bien fait. Et la transition est une opportunité pour baliser les choses de sorte à ce que celui qui vienne par un process tellement clean qu'on sache que c'est le peuple là qui l'a désigné. Parce que c'était ça aussi le problème depuis un certain temps. Qu'on ait des élections bien organisées. Ça, c'est très important. Et quand ils viennent, que ces prérogatives-là ne soient pas de nature à ce que, à un moment donné, on ne puisse rien lui dire. C'est-à-dire que vous l'avez voté pendant 5 ans, vous êtes assis là, vous ne pouvez rien faire. Si vous vous êtes trompé sur votre choix, vous êtes obligé de boire le calice jusqu'à la lie, quitte à ce que le pays là aille à la dérive. Je pense que voilà ce qui est attendu aussi de la transition. Les réformes dont on parlait, qui ne doivent pas être, pour moi, quand je dis d'une certaine pusillanimité, non, elles doivent être fermes, fortes, pour qu'on change la trajectoire de ce pays. Je pense que c'est ça pour moi qui est le plus important. Donc vous rappelleront que la priorité, c'est la sécurité et l'intégrité du territoire d'abord. Oui, mais il faut qu'après aussi, on vienne à un ordre normal. Je ne pense pas qu'on va continuer ad vitam aeternam dans une transition. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Un pays qui soit éternellement en transition, je ne pense pas. Et je ne pense même pas que les acteurs de la transition aussi veuillent rester dans une situation de transition de façon éternelle. La question, c'était beaucoup plus par rapport aux questions de réformes que vous avez évoquées, les réformes qu'il va falloir opérer. Ça se fait dans le temps. On ne peut pas faire chacun viendra et fera les réformes selon les besoins du moment. Mais je pense qu'il y a une transition qui a pour rôle de nous remettre sur de bons rails, c'est-à-dire de nous faire revenir à un ordre normal. Et c'est une opportunité, parce qu'ils sont à équidistance des intérêts, de faire les choses bien et crânement. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Joachim Vokouma, quel est votre regard par rapport à cette demande qui a été faite par la veille citoyenne? Il faut, selon eux, prolonger cette transition. Oui, bon, ça c'est même pas, comme il a dit, ça fait même pas l'objet du débat. Tout le monde sait aujourd'hui que les élections ne peuvent pas avoir lieu et que le président ne peut pas être investi au plus tard fin juillet 2024. C'est pas possible, tout le monde sait ça. Il y a des régions où on ne peut même pas aller faire campagne. Que ce soit le centre-nord, l'est, il y a des endroits où on ne peut pas y aller. La veille citoyenne ne s'inspire pas aussi au fait que nous ne sommes plus tenus au respect des délais qui avaient été imposés par la CEDEAO. Justement, moi je vais vous poser une question. Est-ce qu'il faut espérer qu'on ne puisse pas vaincre le terrorisme pour pouvoir revenir à un ordre normal? Si c'est la question de la sécurité qui est aujourd'hui, et ça c'est sans conteste l'élément premier, tout Burkinabé espère qu'on reprenne du poil de la bête et que ce soit derrière nous. Mais si c'est derrière nous, qu'est-ce qu'on fera? On va organiser des élections. Donc on ne peut pas espérer que la transition aille ad vitam aeternam parce qu'on est toujours en insécurité. Notre souhait, c'est qu'on règle ce problème. Et je pense que le président le dit à chaque fois. On va régler ce problème avec en tout cas toute la fermeté et puis tout l'espoir qu'il y met. Donc, si on est convaincu qu'on pourra le faire, pourquoi vouloir se dire que ça va faire ad vitam aeternam? C'est qu'on souhaite qu'on reste comme ça? Moi, je ne pense pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que le soutien soit moins émotionnel maintenant et plus rationnel. Je veux dire, comme il a dit, c'est un raisonnement par l'absurde. On ne peut pas être éternellement en transition parce qu'il y a une situation sécuritaire qui est là, qui est vraie. Mais cela voudrait dire que on ne va pas arriver à bout de la situation sécuritaire, ce qui n'est pas un message d'espoir qu'on peut lancer au Burkinabé et au reste des pays d'Afrique. Non. La prolongation, ça va s'imposer, ça c'est une évidence. Maintenant, on l'a déjà dit ici, il y a eu des assises. Bon, on va repartir aux assises pour dire voilà ce qui a été décidé, mais vu, bon, on va prolonger de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans.
pour permettre justement pas de 50 ans. Pas de 50 ans, non. Encore, oui, pas de 50 ans. C'est pessimiste. Oui, voilà, faut exagérer, il ne faut pas exagérer. Pour qu'on puisse régler la question sécuritaire, que des zones soient accessibles, que les gens retournent dans leur lieu d'origine et qu'on crée les conditions pour une élection qui soit consensuelle, dont les résultats seront acceptés par tous. C'est pour ça que je dis que ce débat va venir, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous avez suivi à Bamako ou au Mali, il y a des voix dissidentes qui commencent à dire que cette transition-là a échoué. La transition du Mali a échoué. Il y a une association citoyenne qui commence à parler de ça. Parce qu'ils ne se sentent pas associés à ce qui a été fait. Donc, tout le débat... Il est quasiment impossible d'avoir à 100% toute la population derrière soi. Non, je n'ai pas l'unanimité n'existe pas dans ce... Non, mais il y a même les assises. Les assises n'ont pas fait l'unanimité. Voilà, il y a des gens qui ont considéré qu'ils devaient être là-bas, leur structure devait y être, ils n'ont pas été représentés, ou qui devaient être plus représentés, n'y étaient pas. Donc, mais au moins, les décisions, on l'a accepté, on essaie de les appliquer. Ce que je vais dire simplement, c'est que il faut ouvrir les débats. Par exemple, les partis politiques étaient représentés aux assises. Bon, si les assises doivent avoir lieu pour décider du report de la transition, il faut qu'ils soient là. Donc c'est maintenant quand même qu'il faut aussi essayer de voir la question des partis politiques et la suspension de leurs activités pour les intégrer dans le processus. Sinon on va se retrouver à Ouaga 2000 avec des OSC et des gens qui n'ont pas d'ambition politique. Et ça n'aurait mis une bonne partie de la population de côté, et je pense que ce serait une mauvaise chose. D'accord. Alors, juge, on va terminer cette audience à travers au moins un mot par rapport au dernier sujet enrôlé pour cette audience. La CEDEAO est-elle en passe de lever les sanctions économiques qui avaient été imposées au Niger depuis juillet 2023? Rien d'officiel, mais jusqu'ici plusieurs sources le confirment. Quel est votre regard? Je pense aussi que s'ils le font, ça ne sera pas trop tôt, parce que ils ont compris que d'abord, les sanctions étaient souvent inopérantes, et puis deux, ça a été l'élément qui a braqué les autres pays membres de l'AES. Et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer outre mesure, mais sur ce chapitre-là, ils se sont trompés. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus du mal à des peuples. Pensant que par ricochet, eux se révolteront pour dire à ceux qui sont là, partez. Mais ça a toujours été inopérant. Et quand c'est comme ça, le problème c'est quoi? C'est que ça a l'effet contraire plutôt que de braquer contre ces autres pays membres-là, que de braquer contre ces dirigeants-là, et que de se dire, bon écoutez, à quoi bon rester dans un espace si c'est celui-là qui va nous trucider? Et ça, je pense qu'ils ont compris que c'était contre-productif. Et puis, quand vous dites à un moment donné que vous êtes ouvert à la négociation, à la discussion, parce que vous sentez les autres pays en train de partir, vous êtes obligé de montrer un peu c'est un gage de bonne foi. Maintenant, c'est que les conséquences auxquelles nous sommes arrivés, je me pose la question, est-ce qu'il y a un rétropédalage, un retour possible? Je ne pense pas. Donc ça veut dire que ça va être vraiment très compliqué. Et puis est-ce que le Niger se sentira concerné par les levées des sanctions d'un espace qu'il a quitté immédiatement? Parce que dans la conception du Niger, il n'est plus dans la CEDEAO. Donc les sanctions que vous levez ne le concernent plus. Il y a aussi des sanctions qui demeurent au niveau de l'UEMOA. Bon, voilà, peut-être que là ça devient plus intéressant, parce que tout ça aussi c'est... Bon, la CEDEAO a pêché dans beaucoup de réactions, et en voulant donner des leçons avec les muscles, ils se sont rendus compte que bon, c'est dans du mur qu'ils ont tapé et c'était moins bon. Alors, Joachim Vokouma, quelle est votre opinion par rapport à la levée des sanctions économiques qui ont été imposées au Niger depuis juillet dernier? Bon, je pense que si ces sanctions sont levées, ce sera à mettre au compte de l'action des pays de l'AES. Voilà, c'est le retrait de ces trois pays. C'est indéniable. Oui, c'est évident. Pour moi, le lien est évident. Si vous écoutez le président du Bénin, Talon, et il dit bon, il faut leur donner ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent, il faut leur donner. Mais il n'est pas question que la CEDEAO soit éclatée, l'accident des peuples, tout. Ça, c'est le discours. Voilà. Mais si les sanctions financières doivent être levées, c'est qu'il y aura une réunion, un sommet aussi de l'UEMOA. Parce que c'est l'UEMOA qui prend les sanctions financières et non la CEDEAO. Et la CEDEAO va entériner. Donc, les deux font toujours
ensemble. Le sommet de la CEDEAO est toujours précédé du sommet de l'UEMOA. Pour le Niger, bon, si ces sanctions financières sont levées, à mon avis quand même, ce serait une bonne chose, mais ça va aussi comment dire, constituer en tout cas un point pour les pays de l'AES, et ça va aussi mettre en difficulté les autres pays qui étaient les prendeurs dans les pays de la CEDEAO, qui étaient vraiment vent debout pour qu'il y ait des sanctions. Comme il a dit, qui n'a touché que les populations. Les dirigeants, ils ont toujours l'électricité, ils ont toujours l'eau courante, et ils mangent à leur faim. Ces sanctions frappent plus les populations que les dirigeants. Est-ce que c'est l'objectif? Si vous voulez prendre des mesures ciblées, c'est des interdictions de voyage, les gels des avoirs, par exemple, des dirigeants. Oui, ça, c'est très bien ciblé. Mais des sanctions comme ça, globales, c'est la population qui en souffre. Et tant mieux si la CEDEAO a considéré qu'elle a fait un mauvais pas et qu'il faut revenir en arrière. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour que les pays de l'AES se reviennent? On attend de voir, mais quand j'écoute le capitaine Traoré, je ne suis pas sûr que, à l'heure où nous parlons, il soit dans un état d'esprit pour revenir dans la CEDEAO. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième audience du tribunal de l'actualité. Merci à vous, Jojo Favara, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, Joachim Vokouma, pour les clés de lecture apportées au cours de cette audience. Et grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour la constante fidélité à cette émission, le tribunal de l'actualité. Et n'oubliez pas, ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.